Épisode 46, les Français et les vacances. Salut à tous et bienvenue pour ce 46e épisode du podcast. Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver. On va passer une trentaine de minutes ensemble et j'espère que grâce à ce podcast, vous allez améliorer un petit peu votre compréhension du français. Si c'est la première fois que vous écoutez mon podcast, sachez que c'est mon objectif. Je veux aider les gens à comprendre le français en écoutant des choses intéressantes. En tout cas, j'espère qu'elles sont intéressantes parce que ce sont des sujets qui, moi, me passionnent. Et j'essaye aussi, à travers ce podcast, de vous faire découvrir la culture et la société française. Mais pour commencer cet épisode, je vais vous lire un email que j'ai reçu de la part d'une auditrice du podcast qui s'appelle Lindsay. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc voilà, j'ai envie de vous lire son message. Bonjour Hugo. J'écoute vos podcasts depuis plusieurs mois et je les aime beaucoup. Ils m'aident vraiment à apprendre le français. J'ai déménagé en France il y a 1 mois avec mon mari et nos 3 chiens pour commencer une nouvelle vie dans les Pyrénées. Nous allons construire une maison et planter un potager. Nous écoutons vos podcasts chaque soir, lisons des livres et des journaux, regardons des émissions et surtout, nous parlons avec des Français chaque jour. Nous aimons la France et toutes les choses françaises. Nous aimons votre podcast et nous vous remercions de le faire pour les gens comme nous qui veulent apprendre cette belle langue. Merci 1000 fois et au prochain podcast. Donc merci à toi, Lindsay, pour ton email. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que quand vous m'écrivez, vous pouvez me tutoyer. Vous pouvez me dire « tu ». Ce n'est pas la peine d'être très formel et d'utiliser « vous ». Vous pouvez simplement me dire « tu ». Donc cet email de Lindsay est très intéressant parce que, d'abord, on voit qu'elle est très motivée pour apprendre la langue et qu'elle essaye de le faire de façon naturelle. Donc elle écoute des podcasts, elle lit des livres et des journaux, elle regarde la télévision avec son mari. Et vous savez que ça, selon moi, c'est vraiment la méthode la plus efficace et aussi la plus agréable. Bien sûr, vous pouvez aussi faire des exercices de grammaire, c'est toujours utile, mais à mon avis, ça, la grammaire, ça doit être simplement un complément à la méthode. Ça ne doit pas être le cœur de votre apprentissage. Le cœur de votre apprentissage, le plus important, c'est de lire et d'écouter un maximum de choses en français. Donc Lise nous raconte qu'elle s'est installée avec son mari dans les Pyrénées. Les Pyrénées, si vous ne savez pas, ce sont des montagnes qui se trouvent dans le sud-ouest de la France. Et avec son mari, elle va construire une maison et aussi planter un potager. Un potager, c'est tout simplement un petit jardin avec des légumes. On plante un potager, on cultive des légumes et ensuite on peut les manger, on peut faire des salades ou des soupes. Ah, et je profite aussi de ce message pour vous demander un petit service. J'adore quand vous m'envoyez des messages et des emails, mais je pense que ça serait une idée encore meilleure si vous m'envoyez vos messages en format audio. Donc vous pouvez vous enregistrer un petit MP3 et m'envoyer ce MP3 par email. Comme ça, moi, je pourrais diffuser votre message directement dans le podcast. C'est pas grave si vous faites quelques erreurs ou si votre accent n'est pas parfait. Ce que je veux, c'est montrer à tous les auditeurs que c'est possible de parler français et je pense que si vous m'envoyez vos enregistrements en MP3, ça va encourager les autres à parler, à s'exprimer. Donc voilà, si vous avez le temps et si vous êtes motivé, vous pouvez m'envoyer votre message en format audio,
m'envoyer un enregistrement MP3 et je le diffuserai directement dans un épisode du podcast. Ok, donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, et vous savez que le sujet d'aujourd'hui, c'est les vacances. Bon, c'est peut-être pas un sujet très original, mais souvent dans vos messages, vous me demandez d'apprendre plus de choses sur la France et sur la culture française. Donc voilà, si vous voulez comprendre les Français, c'est important de comprendre ce qu'ils font pendant les vacances. Pour commencer, on va faire un peu d'histoire et je vais vous expliquer quand sont apparues les premières vacances en France et comment elles ont évolué. Et puis dans une deuxième partie, on va voir quelles sont les destinations préférées des Français pour les vacances et ce qu'ils font pendant ces vacances. Donc sans plus attendre, on commence. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand. Pour commencer, on va s'intéresser aux congés payés. Des congés payés, ce sont simplement des jours de vacances qui sont payés par l'entreprise. Votre entreprise vous autorise à aller en vacances et elle vous paye comme si vous étiez au travail, comme si vous travailliez normalement. En France, les premiers congés payés sont apparus en 1936. Au printemps 1936, la France traverse une grave crise économique. D'ailleurs, ce n'est pas le seul pays à traverser une crise économique, c'est une crise qui concerne l'ensemble des pays industrialisés et qui a commencé d'ailleurs aux États-Unis au début des années 30. À cause de cette crise économique, le climat social est vraiment tendu. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la misère, dans la pauvreté, et d'autres qui ont des conditions de travail vraiment inacceptables. Dans ce climat social et économique, il y a des élections législatives qui sont organisées en mai, et ces élections sont remportées par une coalition de partis de gauche. Ça veut dire différents partis politiques de gauche qui se sont rassemblés pour former ce qu'on appelle le Front populaire, un ensemble de partis politiques de gauche. Donc le Front populaire remporte les élections législatives en mai 1936 et paradoxalement, à ce moment-là, il y a des grèves massives qui éclatent dans toute la France. On compte environ 2 millions de grévistes, 2 millions de personnes qui font la grève, principalement les ouvriers, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les usines. Et c'est la première fois dans l'histoire de la France que des ouvriers occupent les usines. Ils restent dans les usines, mais ils refusent de travailler. Et beaucoup vont aussi marcher et défiler dans les rues pour montrer leur mécontentement. L'objectif de ces mouvements, c'est de mettre la pression sur le nouveau gouvernement socialiste, sur le Front populaire. Les ouvriers veulent profiter de l'arrivée au pouvoir du Front populaire pour négocier de meilleures conditions de travail. Face à l'ampleur, face à l'importance de ces grèves, eh bien, le gouvernement décide d'organiser une rencontre entre les syndicats patronaux, c'est-à-dire les syndicats des patrons, des directeurs d'entreprise, d'un côté, et de l'autre côté, les syndicats ouvriers, dont le principal à l'époque, qui s'appelle la CGT, la Confédération Générale du Travail. D'ailleurs, c'est toujours le principal syndicat aujourd'hui, la CGT. Donc les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers se réunissent à l'hôtel de Matignon. L'hôtel de Matignon, il faut savoir que c'est l'endroit où le Premier ministre, autrement dit le chef du gouvernement, travaille. Il se situe dans le 7e arrondissement de Paris. À la suite de cette rencontre, les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers signent les accords de Matignon. Et ces accords de Matignon vont beaucoup améliorer les conditions de travail des ouvriers. Le salaire des jeunes ouvriers est porté
de 80 centimes à 3 francs de l'heure. Les journées de grève seront payées intégralement. Et nous obtenons les contrats collectifs, les délégués ouvriers, les 40 heures, 15 jours de congés payés pour tout le monde. Vous avez entendu dans cet extrait quelles conditions ont obtenu les syndicats ouvriers. D'abord, une augmentation des salaires, donc ça c'était la priorité des ouvriers, mais aussi la semaine de travail de 40 heures, autrement dit, la durée légale du travail est de 40 heures, ce qui fait que les ouvriers peuvent travailler un peu moins qu'ils ne le faisaient avant, et en bonus, on peut dire, ils obtiennent 15 jours de congés payés. Ah oui, il faut savoir qu'en français, on dit 15 jours pour dire 2 semaines. C'est pas très logique parce que dans 2 semaines, il y a 14 jours, mais dans la langue courante, on dit 15 jours. Il y a plusieurs théories pour expliquer ça. Il n'y en a aucune qui est vraiment vérifiée. À mon avis, c'est pas très intéressant, donc je vais pas entrer dans les détails. Mais sachez que quand vous voulez dire 2 semaines en français, dans la langue courante, vous pouvez dire 15 jours. Ces meilleures conditions de travail, elles représentent des avancées sociales sans précédent. On n'avait jamais vu de telles avancées auparavant, donc c'est vraiment une victoire pour les syndicats et pour les ouvriers. Alors, cet été 1936, c'est le premier été où les Français peuvent profiter des 2 semaines de congés payés qu'ils ont obtenus. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces vacances? Comment ils vont utiliser leurs congés payés? Pour voir ça, je vais vous passer l'extrait d'une émission qui a été diffusée sur France 2, je crois. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder la vidéo complète avec les images, vous pourrez trouver le lien dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Été 36, les nouveaux vacanciers partent avec leur vélo, le moyen de transport le plus répandu. Dans les gares, les bicyclettes s'entassent. Une image impressionnante qui ne doit pas faire illusion. 10 millions d'ouvriers bénéficient de 2 semaines de congés payés. Combien sont-ils à se rendre dans les gares, comme ici la gare de Lyon, pour partir en vacances? À peine 600 000. Vous avez entendu dans cet extrait que les Français partent avec leur vélo. À l'époque, le vélo, c'est le moyen de transport le plus répandu. Ah oui, répandu, ça veut dire commun, populaire. Par exemple, une opinion répandue, c'est une opinion qui est partagée par beaucoup de personnes. Mais bon, vous imaginez qu'avec un vélo, on ne peut pas partir en vacances très loin, donc certains Français prennent aussi le train. Et c'est assez amusant parce que ils prennent le train avec leur vélo. Mais comme vous avez aussi entendu, tous les ouvriers ne peuvent pas partir en vacances. À cette époque, il y a 10 millions d'ouvriers, mais à peine 600 000 vont dans les gares pour prendre le train, pour partir en vacances, car la grande majorité des ouvriers n'a pas les moyens, ne peut pas se permettre d'acheter un billet de train ou de prendre une chambre à l'hôtel. Ah oui, ça c'est 2 expressions très utiles, avoir les moyens de ou se permettre quelque chose. Ça veut simplement dire avoir assez d'argent pour acheter quelque chose. Par exemple, avoir les moyens de partir en vacances, ça veut dire avoir assez d'argent pour partir en vacances, et se permettre de partir en vacances, là aussi, ça signifie avoir assez d'argent pour partir en vacances. 2 expressions très importantes que vous pouvez retenir. C'est vrai que beaucoup d'ouvriers ne peuvent pas se permettre de partir en vacances parce que ça représente à cette époque 1 à 2 mois de salaire. Donc pour pouvoir se payer des vacances, il faut économiser 1 à 2 mois de salaire. Si vous avez une famille, c'est quelque chose de vraiment très difficile. Et puis, les ouvriers qui partent en vacances, souvent ils restent assez près de chez eux.
Ils partent à environ 50 km parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller plus loin. 1936, 2 semaines de congé. En 1956, le gouvernement accorde 3 semaines aux salariés. Nous sommes ici au bord de l'ancienne route nationale 7. À la fin des années 50, un ménage sur 3 possède une voiture. Des millions de véhicules vont prendre cet itinéraire pour se rendre en vacances dans le sud. C'est le symbole des congés payés. Voilà, vous avez entendu que 20 ans plus tard, les Français obtiennent leur 3e semaine de congés payés en 1956. Et à cette époque, un ménage sur 3, c'est-à-dire une famille sur 3, possède une voiture. Le terme ménage, on l'utilise plutôt en économie et en statistique pour désigner une famille qui vit dans la même maison. Il y a plusieurs mots pour dire ça, on peut dire un ménage mais aussi un foyer. Ça veut tout simplement dire les personnes qui vivent ensemble dans la même maison. À cette époque donc, comme un tiers des Français possèdent une voiture, il y a des millions de véhicules, des millions de voitures qui prennent la nationale 7, c'est-à-dire une grande route, pour se rendre dans le sud. À cette époque, on est en plein dans les 30 Glorieuses. Si vous avez écouté l'épisode sur la deuxième Révolution française, sur mai 68, vous savez que les 30 Glorieuses, c'est une période pendant laquelle l'économie française s'est développée très rapidement. Et donc pendant ces 30 Glorieuses, les Français ont assez d'argent pour profiter pleinement de leurs vacances, de leurs congés payés. Ensuite, un peu plus tard, en 1969, ils obtiennent leur 4e semaine de congés payés et une 5e en 1982. Donc j'imagine que pour nos amis américains, ça doit sembler être beaucoup d'avoir 5 semaines de congés payés. En réalité, ça correspond à 25 jours, mais si vous ajoutez les week-ends, ça fait bien 5 semaines. Mais la France n'est pas le pays où il y a le plus de congés payés. Ce pays où il y a le plus de congés payés, c'est la Finlande. Et il y a aussi l'Autriche et la Grèce où les travailleurs ont plus de vacances qu'en France. Mais je dois dire que 5 semaines, c'est quand même pas mal et que les Français ont de la chance et qu'ils en profitent bien. Ok, maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce podcast et on va voir où les Français aiment partir en vacances. Quelles sont les destinations préférées des Français pour les vacances? D'abord, il faut savoir que le pays où les Français préfèrent passer leurs vacances, c'est évidemment la France. Bon, ça n'est pas une surprise et c'est peut-être pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir où en France les Français partent en vacances. Et en fait, on peut dire qu'il y a 2 camps. Il y a 2 camps de vacanciers. D'un côté, ceux qui aiment partir dans le sud vers la Méditerranée, et de l'autre, il y a ceux qui préfèrent l'Atlantique, ceux qui préfèrent l'océan Atlantique à l'ouest et dans le sud-ouest de la France. D'abord, le camp des Méditerranéens, des personnes qui aiment passer leurs vacances au bord de la mer Méditerranée. Au bord de la mer Méditerranée, il y a la Côte d'Azur, avec par exemple Saint-Tropez, Nice et Cannes, mais aussi des grandes villes comme Marseille et Montpellier. Donc là, c'est 2 types d'ambiances assez différentes. Sur la Côte d'Azur, c'est une ambiance plutôt bling-bling. Bling-bling, c'est un adjectif qu'on utilise depuis quelques années pour dire qu'une personne aime montrer qu'elle a de l'argent. Par exemple, elle aime conduire une Lamborghini et avoir une montre Rolex pour montrer à tout le monde qu'elle a beaucoup d'argent. Donc, quand une personne a ce genre d'attitude, on dit qu'elle est bling-bling.
Et ça, c'est vraiment le cas quand vous allez sur la Côte d'Azur. Vous pouvez rencontrer beaucoup de personnes comme ça, qui ont de très belles voitures, parfois également des yachts, et qui n'ont pas de problème pour montrer à tout le monde qu'elles gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. D'un autre côté, Marseille et Montpellier, ce sont des villes un peu plus populaires, on peut dire, un peu moins bling-bling. D'ailleurs, Marseille a même la réputation d'être assez dangereuse, et c'est vrai qu'il y a certains quartiers qui ne sont pas très sûrs, mais c'est une ville très intéressante et qui est de plus en plus populaire pour beaucoup de Français, et même pour les Parisiens qui, pourtant, au football, sont les grands rivaux de Marseille. Il y a une rivalité entre le club du PSG et le club de l'Olympique de Marseille, l'OM. Bref, ça c'est un détail, parce que en général, les Français qui partent en vacances au bord de la mer Méditerranée, ils vont plutôt vers la Côte d'Azur. Historiquement, c'est la région qui est la plus populaire en France pour les vacances. Quand on pense à cette région, on pense aux cigales, ces insectes que vous pouvez entendre maintenant, mais aussi à ces arbres typiques qu'on trouve dans le sud, les pins, au vent très connu qui s'appelle le Mistral et qui souffle assez fort parfois, le vent du Mistral, mais aussi à l'accent très chantant des habitants de cette région. Les habitants du sud de la France ont un accent assez marqué, assez distinct, et comme on trouve cet accent plutôt joli, on dit que c'est un accent chantant, un accent qui chante. Qu'est-ce que c'est qui vous gêne? Non, dites-le. Vous voulez pas le dire? Je vais vous le dire, moi, ce qui vous gêne depuis que j'ai commencé. C'est l'accent. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je perde mon accent? Et puis surtout, il y a la mer, et la mer Méditerranée, bien évidemment, est plus chaude que l'océan Atlantique. Donc, c'est plus agréable pour se baigner. Mais malheureusement, depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, la Côte d'Azur est victime de sa popularité. Beaucoup d'immeubles en béton ont été construits au bord de la plage, des stations balnéaires, des boîtes de nuit, et finalement plein d'attractions pour les touristes. À côté de ça, les plages ne sont pas très grandes sur la Côte d'Azur, donc avec le monde qu'il y a, c'est parfois très difficile de trouver une place. Il y a ce cliché que quand vous êtes sur une plage sur la Côte d'Azur, votre voisin est quasiment sur votre serviette. C'est comme si tout le monde était assis ensemble. Il n'y a pas vraiment de place et ça peut être un peu oppressant parfois. C'est difficile de se reposer parce que vous entendez les enfants qui crient et tous les gens qui sont autour de vous. Résultat, maintenant, beaucoup de touristes français commencent à préférer la côte atlantique et sur la Côte d'Azur, donc dans le sud, au bord de la Méditerranée, on trouve plutôt des touristes étrangers, principalement des Russes, des Anglais et aussi quelques Américains. Donc vous avez compris que maintenant, ce qui est plutôt à la mode, c'est la côte atlantique. Sur la côte atlantique, il y a évidemment la Bretagne, qui est une des régions les plus populaires maintenant pour les vacances des Français, mais aussi Bordeaux, une ville très belle que les Français adorent et qui est depuis 2 ans reliée à Paris par le TGV, c'est-à-dire le train grande vitesse. Donc vous pouvez aller de Paris à Bordeaux en TGV en seulement 2 heures. Entre la Bretagne et Bordeaux, il y a aussi La Rochelle, Biarritz et des petites îles très jolies, comme par exemple l'île de Ré et l'île d'Aix. Ce sont des destinations qui ne sont pas encore aussi populaires que celles de la Méditerranée, et l'avantage, c'est que les plages sont beaucoup plus grandes, plus sauvages et plus naturelles. Les élus locaux, c'est-à-dire les politiciens, les responsables politiques qui travaillent dans ces régions, ont décidé de ne pas faire la même erreur que sur la Côte d'Azur et d'essayer de conserver le naturel de cette région.
Mais l'inconvénient principal, c'est que, contrairement à la Méditerranée, il y a la marée. C'est-à-dire que la mer monte et qu'elle descend. À marée haute, la mer est haute et on peut se baigner. Au contraire, à marée basse, la mer s'est retirée et il faut marcher très longtemps pour retrouver la mer justement et pour pouvoir se baigner. Donc il faut vraiment faire attention à l'heure à laquelle on va à la plage, car sur la côte atlantique, c'est pas toujours possible de se baigner. Il y a aussi beaucoup de vagues, ce qui en fait la destination préférée pour les surfeurs en France, notamment à Biarritz, qui est vraiment la ville où il faut aller si vous aimez faire du surf. On peut dire que le profil des touristes qui vont là-bas est un peu plus chic, et en général, il y a moins de touristes étrangers. Ce sont surtout des Français et beaucoup de Parisiens qui vont passer leurs vacances sur la côte atlantique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en France, il y a beaucoup de camping. Les Français adorent faire du camping, et d'ailleurs, les campings français représentent 1/3 de la capacité européenne. Si vous prenez tous les pays de l'Union européenne et leurs campings, les campings français en représentent 1/3. Par contre, pour les hôtels, la France est seulement 4e en termes de capacité d'accueil en Europe. C'est l'Allemagne qui a la plus grande capacité d'accueil, le plus grand nombre d'hôtels en Europe. Il faut savoir que le tourisme, c'est un secteur très important pour la France. Il représente environ 8% du PIB, du produit intérieur brut, ou tout simplement de l'économie de la France. Le secteur touristique représente 8% de l'économie de la France. C'est vraiment énorme. Mais la bonne nouvelle, c'est que la France est le pays dans le monde qui attire le plus de touristes étrangers. En 2017, par exemple, il y avait entre 88 et 89 millions de touristes étrangers qui sont venus en France. Et ça, malgré les attentats qui avaient découragé beaucoup de touristes, et aussi malgré les grèves à répétition, les grèves des trains et les grèves d'avions, malgré tout ça, les touristes étrangers aiment toujours venir passer leurs vacances en France. Et à votre avis, quelles sont les destinations préférées des Français à l'étranger? D'abord, il y a le sud de l'Europe. L'Espagne et le Portugal, ce sont les 2 pays où les Français aiment le plus passer leurs vacances en dehors de la France. Surtout le Portugal qui est de plus en plus à la mode depuis quelques années. Et il y a aussi la Grèce qui attire chaque année beaucoup de touristes français. Si on s'intéresse aux destinations plus lointaines, on trouve les États-Unis, l'Australie, Cuba, la Thaïlande, et aussi, ça va peut-être vous surprendre, l'Iran. Depuis quelques années, là aussi, l'Iran est très à la mode. Il y a beaucoup de Français, surtout des jeunes, qui vont visiter l'Iran, qui partent en vacances en Iran, et apparemment, les Iraniens sont très hospitaliers, ils sont très accueillants, donc cette réputation motive de plus en plus de Français à visiter ce pays. Malheureusement, il ne faut pas oublier non plus que tous les Français n'ont pas la chance de partir en vacances. Il y a environ 1/3 des Français, un peu plus de 20 millions, qui ne peuvent pas partir en vacances. On n'est plus en 1936, mais les vacances coûtent toujours cher, surtout si on a une famille nombreuse. Donc il y a des Français qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a donné envie de passer vos vacances en France. Et si vous y allez, moi, je vous conseille vraiment de visiter la côte atlantique. Allez par exemple à Bordeaux, à La Rochelle ou en Bretagne, et je vous garantis que vous passerez de super vacances. Bon, la météo n'est pas toujours parfaite, mais
ces dernières années, en général, c'était pas mal, donc normalement, vous ne prendrez pas trop de risques. Justement, moi aussi, je vais prendre quelques vacances, donc j'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de podcast au mois de juillet. On se retrouvera au mois d'août, je me serai bien reposé et j'espère que je pourrai vous proposer plein de nouveaux sujets intéressants et que vous aurez envie de continuer à apprendre le français avec moi. Donc voilà, je vous souhaite d'excellentes vacances et on se retrouve au mois d'août. Bonnes vacances, salut!